Voici devant vous un appareil qui, dès le premier instant, provoque un sentiment de déjà-vu. Il ressemble étonnamment au module lunaire du programme Apollo, précisément celui depuis lequel Neil Armstrong a posé le pied sur la poussière lunaire et est entré dans l'histoire. La construction est reconnaissable, l'idée générale est claire, mais cette couleur verte, pourquoi une peinture expérimentale, une protection contre quelque chose ? Ou est-ce plutôt le signe d'une toute autre histoire, celle qu'on préférait ne pas montrer ? Cet appareil n'a jamais eu de lien avec l'agence spatiale américaine. C'est une page cachée, presque effacée, de la chronique spatiale soviétique dont il ne reste aucune trace dans les documents officiels ni dans les encyclopédies. Le vaisseau lunaire ultra secret qui a permis à l'URSS de s'approcher dangereusement près de la victoire dans le duel spatial a franchi 3 fois les limites de l'atmosphère. Sa mission était bien plus ambitieuse que de simplement déposer un homme à la surface de la Lune. Et tout cela se passait dans le plus grand silence, aucune annonce officielle, aucune publication, pas une seule photo accessible au public. Le secret a été gardé pendant des décennies. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique que des documents ont commencé à émerger peu à peu des archives les plus secrètes. Et certains d'entre eux vous donnent des frissons dans le dos. Des modules soviétiques abandonnés, recouverts de poussière lunaire, quelque chose de sinistre enregistré par des microphones directement sur Vénus, et cela ressemble à ceci. Quels étaient exactement les plans censés assurer à l'Union soviétique un leadership incontesté dans l'espace et pourquoi le triomphe était-il si douloureusement proche mais n'a finalement jamais eu lieu ? L'idée de s'installer sur d'autres planètes n'était pas un simple fantasme. Les documents d'archives ne laissent aucun doute. En effet, ils avaient vraiment l'intention de coloniser d'autres mondes. En 1961 sort sur les écrans le film Planète des tempêtes, un film de science-fiction éclatant où les chercheurs soviétiques marchent sur Vénus, plongent dans ses eaux et découvrent un nouveau monde. Les spectateurs sont ravis, les salles applaudissent debout. Bien sûr, c'est du cinéma, mais voilà où est le hic. À cette époque, la frontière entre la fiction et la réalité était déjà presque effacée. Les conceptions scientifiques sur Vénus nourrissaient alors l'espoir. Les télescopes ne voyaient qu'une épaisse couche de nuages denses, composée principalement de dioxyde de carbone. Sous ce voile, comme le pensèrent de nombreux spécialistes, il pouvait très bien exister de vastes océans chauds, une sorte de gigantesque bassin gazeux. Pendant que les gens dans les salles de cinéma s'inquiétaient pour les héros à l'écran, de véritables fusées soviétiques avaient déjà secrètement décollé en direction de cette même Vénus. Le 4 février 1961, le tout premier lancement entièrement secret de la première sonde spatiale au monde, créée spécialement pour l'exploration de Vénus, a eu lieu. Elle a échoué à atteindre la trajectoire interplanétaire à cause d'une panne des moteurs du 2e étage. Un échec sans aucun doute. Cependant, la version officielle était restée très calme. Des essais d'un satellite lourd étaient en cours, pas un mot sur Vénus, pas la moindre allusion à l'échec. Exactement une semaine plus tard, le 2e lancement a eu lieu et cette fois tout s'est déroulé normalement. C'est précisément cette mission qui a ensuite été appelée la première mission interplanétaire de l'histoire de l'humanité. Vénéra 1 est passé à proximité de la planète en mai 1961. Officiellement, aucune information n'a été donnée. Les antennes ont surchauffé et sont tombées en panne. Officieusement, il ne reste plus qu'à deviner. Ensuite viennent Vénéra 2 et Vénéra 3. Un appareil reste totalement silencieux, tandis que le second devient le premier engin au monde à pénétrer dans l'atmosphère d'une autre planète. Et de nouveau, c'est le silence total, la surchauffe, la perte de toutes les données. Mais le programme ne s'arrête pas, le rêve est encore vivant. Un jour, le drapeau rouge devait flotter sur une planète étrangère. 1968, Vénus 4 reportage officiel. De nombreuses données précieuses ont été recueillies. Cependant, les Américains observaient attentivement.
la sonde Mariner 5 a enregistré que le module de descente n'a pas commencé à freiner. Il s'est simplement consumé dans les couches supérieures de l'atmosphère. C'est à ce moment-là que la vérité s'est révélée dans toute sa dureté. 97% de l'atmosphère de Vénus est composée de dioxyde de carbone et la pression à la surface est des dizaines de fois supérieure à celle de la Terre. Ce qui semblait être un paradis s'est avéré être un enfer acide et brûlant. Les nouvelles sondes Venera 5 et Venera 6 ont été équipées de capsules aussi résistantes que possible. On espérait atteindre le sol, mais en mai 1969, les instruments ont commencé à afficher des relevés insensés. 320 degrés Celsius, 26 atmosphères, des nuages d'acide sulfurique concentré. Les 2 modules de descente ont été détruits à une altitude d'environ 20 km. Les relevés des 2 sondes indépendantes correspondaient aux conditions de Vénus avec une précision terrifiante. Il n'y avait plus de doute. Vénus a définitivement détruit toutes les illusions, mais le désir de prouver sa supériorité ne disparaît pas aussi facilement. Alors que Vénus réduisait en cendres tous les espoirs, les regards se sont tournés vers la Lune. Elle s'est avérée être une cible bien plus réaliste et, ce qui est encore plus important, symboliquement bien plus significative. Septembre 1959, la sonde Luna 2 atteint la surface du satellite de la Terre. C'était déjà la 6e tentative, les 5 précédentes s'étaient soldées par un échec et avaient été soigneusement cachées aux yeux du public. La direction soviétique laisse clairement entendre que des expéditions habitées sont à venir, ainsi que des bases permanentes. Les scientifiques de cette époque commencent à ressentir une véritable inquiétude. Le projet Horizon, c'est une véritable station militaire sur la Lune, 150 lancements, 6 milliards de dollars de technologie qui n'existaient pas encore à l'époque. Les ingénieurs de la NASA sont rapidement arrivés à la conclusion que c'était irréalisable. En 1962, John Kennedy annonce un objectif plus modeste et réaliste. Envoyer un homme sur la Lune dans les années à venir. C'est une amère ironie du destin. À ce moment-là, l'Union soviétique n'avait même pas de programme lunaire complet approuvé. Le développement d'une base permanente a été confié à Vladimir Barmen. Sa conception était à la fois simple et révolutionnaire, tout caché sous le sol lunaire. Le régolithe lunaire est le meilleur bouclier naturel contre les radiations et les micrométéorites. C'est précisément ce principe qui est activement discuté aujourd'hui. Pour les premières colonies martiennes, sous terre, des modules d'habitation, des serres avec lumière artificielle, un bloc cuisine, un espace pour l'exercice physique, des laboratoires géoscientifiques entièrement équipés. Le réacteur nucléaire est placé en surface afin de minimiser les risques. La base a reçu le nom officieux de Barmingrad, une ville nommée en l'honneur de son créateur. De 5 à 13 habitants permanents, l'approvisionnement se fait par des vols réguliers de la fusée superlourde N1. Une véritable ville lunaire. Mais en juillet 1969, les Américains ont devancé tout le monde. Sergueï Korolev est décédé depuis plusieurs années. La fusée N1 a échoué lors de ses 4 essais de lancement. Le projet était voué à l'échec. Vénus a décidé de se rattraper. En 1970, Venera 7 est lancée. La capsule, faite de titane et de céramique spéciale, était conçue pour résister à une pression allant jusqu'à 180 atmosphères. Le parachute n'a pas tenu et a fondu, l'appareil est tombé de façon incontrôlée et a tout de même survécu. Fonctionnant pendant 25 minutes, à la surface d'une autre planète, la pression est de 91 atmosphères et la température atteint 476 degrés Celsius. L'enfer a pris des paramètres concrets. En 1976, Venera 9 et Venera 10 transmettent les premières photos de l'histoire de la surface d'un monde étranger. Des rochers, un cauchemar monochrome, mais c'est une percée. 1983, Venera 13 et Venera 14. Désormais, des images en couleur et un enregistrement audio. Écoutez bien. C'est ainsi que respire et crépite la surface de l'enfer. Un grondement sourd du vent, de rares éclairs électriques dans les nuages acides. Parallèlement, une autre ligne de travaux encore plus secrète était en cours.
Les stations orbitales de la série Almaz, officiellement des laboratoires scientifiques dans les documents officiels, mais en réalité des plateformes militaires. En 1975, l'une d'elles a tiré avec un canon automatique de calibre 14,5 mm directement en orbite. Plus tard, un prototype fonctionnel de pistolet laser a été développé, une arme capable de désactiver l'optique d'un satellite ennemi sans nécessité de sortie dans l'espace. L'espace est devenu une arène de combat potentielle, mais l'Union soviétique n'a pas tenu le rythme. Au début de l'année 2026, la NASA fait activement avancer le programme Artemis. Le retour de l'homme sur la Lune est attendu dans les prochaines années. Vénus revient également à l'ordre du jour. Plusieurs nouvelles missions sont déjà en cours de développement et restent à venir. Il reste une question qui continue de préoccuper. Et si un jour, parmi les cratères silencieux de la Lune ou parmi les plaines brûlantes et toxiques de Vénus, allons-nous tomber sur ce qui reste des projets soviétiques les plus secrets, sur les débris des modules, sur les traces des appareils, sur ce qui devait marquer le début d'une nouvelle ère? Qui ou quoi allons-nous découvrir là-bas un demi-siècle plus tard?